Bonjour tout le monde, merci d'être venus si nombreux parce que le sujet de la protection sociale est visiblement dans l'air du temps avec la crise sanitaire, hein. Mais n'oublions pas les autres sujets qui sont aussi d'actualité et surtout importants dans le futur. C'est pourquoi je voudrais remercier Bertrand Boussagol d'avoir accepté ce webinaire. Bertrand Boussanol, vous travaillez dans le secteur de l'assurance collective de personnes depuis 1984 et précisément dans les institutions paritaires depuis 1992. Et vous êtes pour partie du temps directeur régional à AG2R La Mondiale en Champagne-Ardenne. Pour une autre mission sous l'autorité d'André Renaudin, qui est directeur général d'AG2R La Mondiale, vous êtes en charge des relations institutionnelles avec les confédérations syndicales. Et par ailleurs, vous êtes engagé dans différentes associations dans le champ du vieillissement et de l'aide à domicile. En ce qui me concerne, Ute Meyenberg, je suis secrétaire nationale à la CFDT Cadre depuis 2016, plus particulièrement en charge de la protection sociale, de l'épargne salariale et dans le cadre de l'épargne responsable, dans ce cadre-là de l'épargne responsable. Et je suis également membre de l'Association européenne des institutions paritaires. C'est une organisation de lobbying au niveau européen. Et donc, concernant ce webinaire, nous avons scindé l'exposé en 3 parties afin de pouvoir poser des questions après chacune d'elles. Donc, première partie, la présentation d'un GPS à l'exemple de AG2R, qui est un des premiers GPS, un des plus grands, et son action pendant la crise du Covid. Ensuite, nous développons un peu plus en profondeur un sujet d'actualité, c'est-à-dire le vieillissement de la population et comment s'y préparer démographiquement et d'un point de vue de l'évolution des métiers dans un premier temps. Donc, c'est après que vous pouvez à nouveau poser des questions. Et enfin, pour une troisième partie, le financement. Et après chaque grande partie, je prendrai quelques questions qui ont été posées à travers le chat. Et comme nous avons un temps limité à 60 minutes, selon le nombre de questions, nous essayons de traiter le maximum, mais vous pouvez en poser par mail après. Bertrand va vous donner son adresse mail. Et sachez aussi qu'il y aura une deuxième présentation je ne peux pas vous dire exactement quand, mais bientôt, dans un mois, ou deux, uniquement sur le vieillissement. Et donc, pour commencer, Bertrand, pouvez-vous d'abord nous expliquer en quelques mots ce que c'est un groupement de protection sociale pour situer le contexte et notamment votre action par rapport au Covid? Merci, merci pour cette introduction et merci à vous et à votre organisation de nous donner la parole parce que c'est important effectivement dans ce contexte de pandémie de pouvoir expliquer ce qu'est le rôle des groupes de protection sociale. Alors ce format de webinaire, moi, je trouve que je ne suis pas très rompu, donc c'est une première, donc soyez indulgents. Et puis et c'est vrai que enfin, il est l'illustration de ce qu'est la relation importante qu'il y a entre un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale et en fait la CFDT-CAP, puisqu'effectivement, nous avons un partenariat fort, des actions d'information, de formation, de communication qui s'inscrivent dans le cadre de ce partenariat. Et ce webinaire en est l'illustration. Alors, je voudrais préciser que par mes missions de directeur régional, je manage des équipes qui ont maintenu pendant la crise, cette crise, et qui la maintiennent, enfin qui sont encore effectivement très opérationnelles, le développement et le lien avec nos ressortissants, nos clients et nos partenaires. Je dois dire que la crise sanitaire, elle a totalement bouleversé, et j'imagine comme pour tous les GPS et finalement toutes les structures qui sont tournées vers le public, elles ont totalement modifié nos actions et surtout elles répondent à des nouvelles attentes. C'est clair que bien évidemment, et c'est une banalité que de le dire, mais il y a un an, on n'aurait jamais imaginé devoir intervenir comme nous l'avons fait jusqu'à présent, de même qu'on n'aurait jamais imaginé cette soirée, enfin, en tout cas ce début de soirée ensemble. Donc ça a été une démarche extrêmement opérationnelle avec des actions très opérationnelles aussi que nous avons déclinées et je vais essayer de vous en parler effectivement dans ce temps ensemble. Alors, sans trop parler de moi et lorsqu'effectivement vous rappeliez que je travaillais avec les confédérations syndicales, là aussi c'est l'idée d'avoir maintenu une relation très étroite avec les confédérations syndicales, avec nos représentants, les administrateurs qui assurent la gouvernance euh, de- 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 du groupe dans les diverses instances. Et je dois dire que dans cette période extraordinaire, on peut la qualifier comme ça, nous avons maintenu une relation
très étroite avec nos administrateurs. Je veux dire par là que toutes les réunions d'instance se sont passées. Nous avons adapté bien évidemment nos modes de communication et les prises de décision pendant cette période-là, mais tout s'est passé. Notre directeur général a la formule de dire la maison a été bien tenue. Je crois qu'effectivement, en tout cas en tant que collaborateur, je dirais que je suis assez fier du travail réalisé par l'ensemble de nos équipes, je dirais en particulier les miennes. Alors, pour expliquer ce qu'est un groupe de protection sociale, je vais m'appuyer sur moi, c'est effectivement parler d'un jeu des arts la mondiale. Alors, je vais en parler avec fierté, peut-être un peu trop, donc là aussi, je vous prie de m'en excuser. Mais c'est vrai que dans ce contexte de crise sanitaire, je pense qu'on a été, et j'imagine aussi comme nos confrères, exemplaires. Je dis exemplaires au sens où nous avons apporté un service, je pense, de qualité. Nous avons continué effectivement à assurer nos missions, entre guillemets, de service public vis-à-vis de nos publics. Alors, pour illustrer ça aussi, je voudrais en fait revenir sur deux études qu'on a réalisées très récemment, qui ont été réalisées pour à Jérusalem mondiale par l'IFOP et le CECOP. En fait, ces études, vous pourrez les voir dans leur intégralité sur le site du Cercle de l'Épargne, mais on le rappellera peut-être en fin de ce webinaire. Mais j'ai sorti de ces études quelques chiffres clés que je vous livre un peu en vrac et qui vont aussi permettre d'illustrer la suite de cette intervention. L'idée que dans cette étude, en fait, ressort que 83% des sondés donc, considèrent que le système de retraite est complexe. On peut le comprendre, 75% des sondés ont une absence de visibilité du futur système. Donc, lorsqu'on dit le futur système, c'est effectivement le système de retraite tel qu'il était encore à l'ordre du jour au début de l'année, et discuté par vous, partenaires sociaux. 44% des retraités interrogés estiment disposer d'une pension de retraite suffisante, alors que 72% des non-retraités craignent le contraire. 53% des Français sont préoccupés par la question de la dépendance. 40% des moins de 35 ans souhaitent augmenter leur effort d'épargne. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des chiffres un peu en vrac, mais qui montrent qu'effectivement, la protection sociale, ça revêt des sujets très, très vastes, finalement, hein, la prévoyance, la santé, la dépendance, l'épargne, la retraite. Et tout ça pour dire que le groupe de protection sociale, sa mission, c'est effectivement d'accompagner les préoccupations des publics sur ces questions. Alors, ce qui est certain, c'est que pendant cette période de confinement, le besoin de conseil et de proximité a été quelque chose je dirais, d'encore plus criant que d'habitude. À titre d'illustration, pendant la première période de confinement, notre réseau commercial a contacté 40 000 clients, ce qui est assez considérable pour réaliser 18 000 rendez-vous. Sur la première période de confinement, j'insiste là-dessus. Ce qui veut dire que même si c'était peu idéal pour créer de la relation et je dirais, l'animer, on a réussi néanmoins à le faire. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi, au travers de ces besoins exprimés, que c'est une nécessité pour les groupes de protection sociale d'évoluer et d'aller vers encore plus de services. Alors, le contexte dans lequel on exerce ces opérations, dans lequel on va encore les exercer, c'est quand même c'est celui d'une avalanche de textes réglementaires et législatifs. Depuis le 30 mars, c'est plus de 30 textes qui ont régi en fait et qui modifient nos, 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 nos actions, tant sur le métier de la prévoyance que sur le métier de la santé. Donc, c'est absolument considérable et là aussi, ça impose une gymnastique assez extraordinaire. Alors, je vais faire ce focus sur la G2A mondiale qui est, pour le qualifier avant tout de groupe de protection sociale paritaire et mutualiste. Donc là, c'est vrai que le volet paritaire, je mets l'accent dessus. Vous avez rappelé que mon parcours, il s'était fait essentiellement, quasiment exclusivement dans un environnement paritaire. C'est vrai que les partenaires sociaux, et vous le savez mieux que tout le monde, ont ce rôle essentiel d'accompagnement de la protection sociale en administrant et en gouvernant des groupes comme le nôtre. Et c'est un peu cette histoire-là que je vais vous raconter. Alors, il y a une petite manip où il faut maintenant aller récupérer une présentation. Je devrais y arriver. Le suspense. C'est le suspense. Je ne sais Voilà, pas si c'est vous la bon. voyez. Oui. Est-ce qu'elle apparaît à l'écran? Non, là, elle n'est plus à l'écran. Elle y était tout à l'heure et là, non.
Là, elle risque. Oui, là, elle est. Et là, elle devrait y être. Oui. Parfait. On est déjà à 10 On y minutes. arrive. Non, c'est pas possible. Oh là, c'est terrible. Bon, alors, je vais aller très très vite. Simplement pour vous rappeler qu'effectivement, un groupe de protection sociale exerce des métiers divers comme la retraite, la prévoyance, la santé, l'épargne. Et je voudrais insister sur un point très important du groupe, c'est sa territorialisation. C'est effectivement un groupe qui est né dans les territoires, qui est ancré dans les territoires, un groupe de 10 000 collaborateurs, je dirais également, ou presque surtout, un groupe qui est administré dans les territoires par un corps social extrêmement important, donc composé d'administrateurs, de délégués répartis sur le territoire métropolitain et ultramarin. Et en fait, ces administrateurs et ces collaborateurs, ben, ils sont enfin, en quelque sorte les ambassadeurs du groupe. Alors vous avez à l'écran une carte qui vous montre les grands bassins, je dirais les grands bassins de vie d'AG2R La Mondiale, mais vous voyez qu'on n'est pas uniquement à Paris, à Lille, je dirais à Marseille ou à Lyon, on est partout. En fait, on est partout. Alors à des degrés divers, bien évidemment, en fonction de la taille des régions. Alors, je voudrais en fait insister sur une actualité assez récente qui est le fait que le groupe alors, a créé très récemment, puisque ça date du 21 octobre 2020, un pôle de l'économie sociale, avec cette idée qu'effectivement, il y a nécessité de soutenir et d'accompagner l'attractivité des métiers de l'économie sociale, de renforcer l'ancrage dans les territoires des acteurs de l'économie sociale, et puis de favoriser, comme nous le pouvons, l'innovation sociale en déployant des moyens adaptés aux besoins exprimés. Je vais vite, puisqu'effectivement, a priori, j'ai un temps imparti et puis qu'il faudra effectivement avoir des questions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de la crise sanitaire? Eh bien, effectivement, le groupe a poursuivi ses activités. On avait un plan de continuité extrêmement efficace, avec des activités prioritaires, mais le principe, c'était de poursuivre, bien évidemment, nos services au public, qu'il s'agisse du service de la retraite, qu'il s'agisse du paiement des prestations je dirais en arrêt de travail, en invalidité, en décès, enfin, tout ça, ça paraît extrêmement naturel, mais il a fallu pouvoir le faire hein, dans cette période-là. Pour cela, il a fallu avoir des systèmes d'information très, très réactifs. À titre d'exemple, lorsque le confinement a démarré, donc le 17 mars, en fait, 4000 collaborateurs sur 10 000 pouvaient se connecter, pouvaient effectivement assurer leur mission en télétravail, puisqu'on n'avait pas le choix. Ce n'était pas suffisant. Et en l'espace de 7 jours, nous avons réussi à équiper l'ensemble des 10 000 collaborateurs d'une liaison qui permettait d'assurer ces actions. Et puis, donc, tout le monde en télétravail, revenu sur site lorsque c'était possible à partir du 1er septembre, et de nouveau, depuis le 30 octobre, un télétravail quasi obligatoire. Je ne suis pas le bon exemple parce que je suis à mon bureau à Reims, mais quoi qu'il en soit, c'est effectivement l'idée qu'il faut poursuivre l'activité et respecter au maximum les contraintes sanitaires. Alors, des actions qui ont été développées de manière importante, tant vis-à-vis des entreprises que des particuliers et que du grand public. Je citerai ce qui est le plus emblématique, c'est le maintien des couvertures en prévoyance des salariés, en activité partielle notamment, et autrement, je dirais des reports de cotisations pour les entreprises. Mais ça a été également, et notamment à l'égard des branches professionnelles, j'ai passé rapidement une slide tout à l'heure, mais qui explique que nous sommes en relation avec 110 branches professionnelles. Nous avons maintenu nos programmes de prévention au travers de prévention de santé, de branchez-vous santé, pardon. Et effectivement, cette idée qu'il fallait absolument, pendant cette période-là, maintenir le lien, c'était essentiel. Euh, Bertrand, en fait, il y a un petit problème de son. On t'entend pas très bien. Euh, Est-ce que tu peux te rapprocher peut-être de ton micro? Alors, est-ce que c'est mieux là? Euh, Est-ce que c'est oui, mieux? oui, oui. Oui? Bon, alors je vais essayer. Je me rapproche. Alors, je voudrais aussi enfin, revenir sur un point important qui est le contexte financier dans lequel effectivement le groupe mène ses opérations, puisque on peut imaginer que la période peut mettre à mal pas mal des opérateurs. En l'occurrence, le groupe a des fondamentaux solides. Vous avez sur cette diapo
deux éléments importants. La partie en vert qui est peut-être pas forcément très visible, mais qui vous montre la complexité du groupe, hein, avec effectivement la partie qui correspond aux institutions paritaires, et puis paritaires de retraite, pardon, et puis sur la partie à droite, ce qui relève de la SGAM, qui est en fait la combinaison de l'ensemble de nos opérations paritaires et mutualistes, donc au travers d'AG2R de la mondiale, et au travers d'AG2R, pardon, et au travers de la mondiale. Et puis à droite, sur cette diapo, des chiffres qui sont aussi colossaux finalement, puisque ce sont les grandes masses financières que représentent les flux et les cotisations perçues par le groupe, hein, près de 18,7 milliards pour la retraite complémentaire au titre des régimes AGIRC-ARCO. Et pour ce qui est de la SGAM, donc les activités concurrentielles, c'est effectivement 28 milliards d'euros, un peu plus de 28 milliards d'euros qui se répartissent entre AG2R et la mondiale pour les opérations de prévoyance santé et pour la partie assurance. Alors, je voudrais aussi insister sur cette solidité financière, sur le fait qu'on a connu une croissance importante de nos fonds propres. Et ça aussi, c'est une manière à sécuriser nos opérations, hein, puisque le résultat du groupe dépasse les 300 millions d'euros depuis maintenant 4 ans, 5 ans, et nous avons multiplié nos fonds propres quasiment par 5 depuis 2008. Alors pourquoi 2008? 2008, c'est l'année de rapprochement entre AG2R et la mondiale, et finalement, l'histoire du groupe s'est écrite à partir de ce moment-là. Et puis pour terminer sur ces aspects financiers, c'est effectivement rappeler. Bernard, on peut peut-être passer un peu plus rapidement sur la J2R et commencer le vieillissement, parce qu'on est déjà un tout petit peu. Peut-être on peut prendre des questions maintenant, parce que voilà, juste peut-être dire l'actualité des métiers et ensuite on prend des questions. Oui. Tout à fait, très très bien. L'actualité des métiers, c'est effectivement le fait que le groupe est obligé de s'adapter. Donc l'adaptation, c'est notamment dans le contexte de la retraite complémentaire. C'est le fait qu'effectivement, on sépare nos activités concurrentielles de l'activité de la retraite, et ça en anticipation de ce que sera peut-être le futur système de retraite complémentaire. Alors, c'est cette idée que effectivement on doit aujourd'hui consacrer à l'institution de retraite complémentaire des moyens propres. Donc à partir du 1er janvier, par exemple, c'est 2400 collaborateurs du groupe, c'est pas rien, qui vont être affectés spécifiquement à ces métiers de la retraite complémentaire. Sur la prévoyance santé, c'est cette idée que, effectivement, on a obligation, en tant qu'assureur de la santé aussi, de faire face à la taxation des organismes complémentaires. C'est pas rien, puisqu'effectivement, ça va impacter nos comptes, et puis bien évidemment, ça ne sera pas à la charge des assurés. Et puis dans les opportunités, c'est bien évidemment la loi Pacte, on y reviendra peut-être tout à l'heure. La loi Pacte, elle modifie, elle bouleverse considérablement le contexte de l'épargne retraite, en créant des opportunités, en simplifiant, hein, et je reviens tout à l'heure à ce petit sondage que j'évoquais, enfin cette grande étude plutôt que j'évoquais au début, à savoir qu'effectivement, il y a des attentes fortes en matière de compréhension des systèmes de retraite par répartition, mais pas que, hein. L'épargne retraite et l'épargne salariale, c'est un enjeu. Et puis on reviendra plus en détail sur la branche autonomie, et effectivement, ça c'est le gros enjeu sur lequel on va insister. Et nous allons arriver, je pense, à cette idée de la dépendance. Donc, s'il y a des questions, on peut peut-être effectivement tout de suite. Oui. Écoute, merci beaucoup déjà pour cette entrevue du groupe. Et effectivement, c'est très, très complexe. Et pardon pour cette rapidité, parce que je parle très vite, pour effectivement respecter. C'est vraiment compliqué. Donc, en fait, je vais juste faire un petit résumé. C'est qu'en fait, là, le Covid, donc d'une part, vous avez pris des mesures, mais vraiment dans l'immédiat, pour que les personnes qui sont assurées chez vous puissent avoir des contacts, etc., et soient accompagnées. Vous avez pris des mesures vis-à-vis de vos collaborateurs, ce qui est aussi très important. Ensuite, pour juste revenir au dernier slide, donc en fait, les grandes problématiques, c'est quand même anticipation du système de retraite, c'est-à-dire qu'en ce moment, avec tous les temps partiels, les chômages partiels, machin, y compris le chômage tout court, ça a quand même un impact assez important sur les ressources, parce qu'en fait, malgré tout, AGIRC-ARCO, c'est des points, mais en même temps, c'est les gens qui cotisent, qui financent ceux qui sont à la retraite. Deuxièmement, taxation des organismes complémentaires. Je ne sais pas si tout le monde a, enfin, c'est-à-dire que en fait, compte tenu des moyens importants qui sont mis
qui sont mis sur les tapis pour financer la crise de Covid, on s'est aperçu que finalement la sécurité sociale paye beaucoup et donc on essaye de rapporter ça sur les organismes complémentaires, donc des institutions comme AG2R ou Humanis, Malakoff Humanis, etc., Clésia. Et troisièmement, la loi Pacte, ça s'applique beaucoup sur tout ce qui est épargne retraite. Notamment les nouveaux plans épargne-retraite qui incitent maintenant les petites entreprises à faire des plans épargne-retraite. Je ne vois pas de question particulière. Je pense que tout le monde est très content de passer sur la dépendance parce que en fait c'est quand même un problème important pour la société. Et donc, vous allez nous dire quels sont les enjeux et comment la société, en fait, envisage l'accompagnement de la dépendance. Pour terminer, malgré tout, sur la première partie, très très vite, dire qu'on inscrit aussi nos actions dans le long terme. Et le long terme, il est difficile à prévoir. Hein. Vous avez peut-être vu, le 26 novembre dernier, donc c'est tout frais, hein, le Conseil d'orientation des retraites a rendu son rapport. Ce rapport, il est compliqué lui aussi, puisqu'effectivement, il donne pour l'instant peu de perspectives, puisqu'on n'a pas encore totalement consolidé ce que sont les conséquences de la pandémie. Hein. Le deuxième confinement, on ne sait pas encore mesurer l'impact économique et social qu'il va avoir. Ce qui est sûr, c'est que depuis le mois de mars, il y a, effectivement, vous l'avez dit, moins de rentrées financières pour les régimes de retraite complémentaires, donc c'est extrêmement important. Et puis l'autre point sur lequel je voudrais revenir très vite, sont effectivement les conditions de travail des salariés du groupe, mais pas que. C'est que là, on voit de plus en plus se développer des risques psychosociaux extrêmement importants. Et ça, je sais que c'est un enjeu important pour l'environnement syndical, c'est comment préserver la santé et accompagner au mieux les salariés. Et puis, il y a un dernier élément qui est que cette période, elle nécessite là aussi d'inventer des solutions et je sais que la CFDT est très, très soucieuse et très en pointe sur les questions de portabilité. Et là, notamment demain, en l'occurrence 1er décembre, on lance un nouveau concept qui s'appelle Access Plus, qui consiste par un service gratuit, à accompagner effectivement les personnes qui ont une rupture de contrat de travail et pour leur permettre d'avoir un meilleur service et une meilleure connaissance et compréhension de leurs droits. Donc, je voulais vraiment revenir dessus et on pourra là aussi commenter ou documenter hors de ce webinaire ces informations. Alors, la question de la dépendance, effectivement, alors pourquoi l'aborder dans ce cadre de ce webinaire? Moi, j'avais insisté sur le fait que la crise sanitaire, ses conséquences immédiates, ou à venir, en fait, ne doit pas occulter le fait que la dépendance ou la perte d'autonomie représente un enjeu de société et des défis sociaux extrêmement importants pour l'avenir, en particulier les questions du vieillissement. Alors, vous avez rappelé que c'était un sujet qui m'était cher. Finalement, j'ai des engagements associatifs dans ce champ du vieillissement et j'aborde je dirais cette période avec beaucoup de crainte parce que malgré les besoins énormes, malgré effectivement ces enjeux forts, les acteurs associatifs, en l'occurrence, qui interviennent dans le champ de l'aide à domicile, dans le champ du handicap, dans le champ de l'exclusion, sont aujourd'hui extrêmement malmenés et ont un avenir qui est extrêmement, très, très, très incertain. Donc là aussi, et j'invite vraiment à ce qu'il y ait une réflexion de fond sur la façon d'accompagner tous ces acteurs. Alors, en l'occurrence, cette crise sanitaire, elle met en évidence les difficultés dans les EHPAD. Alors, bien sûr, dans les EHPAD, il y a la problématique sanitaire avec une contamination importante des personnels et des résidents dans les EHPAD. Mais au-delà de ça, c'est effectivement le fonctionnement des EHPAD lui-même qu'il faut relever. Les questions de la prise en charge et la prise en soin des personnes à leur domicile, là aussi, et je reviens à ce que j'évoque sur les acteurs associatifs, effectivement, sont deux enjeux extrêmement, extrêmement forts. Le maintien du lien social lorsque des personnes sont isolées parce que confinées et parce que leur entourage est confiné, comment est-ce qu'on répond à ces enjeux? Et puis, la question de l'isolement plus largement, c'est effectivement, c'est comment une société s'intéresse ou accompagne au mieux ces questions du vieillissement. Alors c'est cela qu'en fait le groupe AG2A mondial veut accompagner.
dans un contexte de réflexion qui est en fait celui assez récent de la loi d'août 2020, hein, puisqu'en fait, cette loi relative à la dette sociale et à l'autonomie, elle va être complétée par un futur projet de loi, logiquement un projet de loi grand âge et autonomie on l'attend pour le premier semestre 2021 si tout va bien. Et c'est vrai que l'idée d'une cinquième branche de sécurité sociale, c'est de ça qu'il s'agit, va nécessairement devoir remettre à plat les financements dans le système actuel, hein, les impôts qui sont consacrés à la question du vieillissement, les cotisations obligatoires, les cotisations d'assurance, le reste à charge. Tout ça, ça fait effectivement un tout qu'il va falloir, par la cinquième branche, justement, remettre totalement sur le métier. Mais on peut, je dirais aussi légitimement, et vous pouvez, vous partenaires sociaux et syndicalistes, vous interroger légitimement sur la place de cette cinquième branche dans l'architecture de la sécurité sociale, hein, puisque on a vu que divers rapports depuis ces dernières années ont mis en avant une réponse à des besoins sociétaux extrêmement importants, la revalorisation des métiers liés au grand âge, les réflexions autour de l'hébergement, je l'ai dit tout à l'heure, et l'habitat. Et tous ces rapports, ils ont et oui, une base documentaire extra. Ah, c'est très haché. Il faudrait. Ah, je suis Micro, navré. oui. Et peut-être aussi les slides, il y a un certain nombre de supports qui donneraient ça. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Bon, alors je passe rapidement. Donc, vous avez sur cette chronologie, vous voyez effectivement ce qui s'est passé, les rapports qui sont parus depuis quelques années, ou des rapports ou des actes politiques forts, hein. Je dirais le premier qu'on cite, c'est en 2002, c'est la création de l'APA, alors qui suivait la prestation spécifique dépendance. Il y a eu ensuite, à partir de 2010, des consultations. 2015, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, qui est là aussi très importante et fondatrice finalement de ce que sont et ce que seront les réponses politiques à venir. 2019, le rapport Libaud sur le grand âge et l'autonomie, qui pose là aussi effectivement, je dirais, cette question des métiers, de l'environnement, du lien social. Et puis en août 2020, donc la loi qui introduit cette idée de création d'une cinquième branche de la sécurité sociale consacrée à l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est pas uniquement le vieillissement, c'est également les questions du handicap, hein. C'est vrai que là, mon propos est peut-être réducteur, mais effectivement, je parle plutôt du vieillissement. Tu peux peut-être nous montrer les pyramides d'âge qui illustrent un petit peu cette problématique démographique, en fait. Alors, je vais d'emblée sur cette pyramide des âges. Alors, c'est vrai que ce qui est assez extraordinaire, c'est que le nombre de personnes âgées, bien évidemment, croît de manière vertigineuse au fil des années. En 2060, 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans. Donc, comment la société fait face à cela? Alors, on peut se dire qu'on a encore du temps, mais néanmoins, en 40 ans, c'est plus de 3 millions de personnes âgées de 85 ans qui représentent effectivement une part forte de la société. C'est une croissance de 30 000 personnes par an qui sont dépendantes. Alors, bien évidemment, lorsqu'on vieillit, on n'est pas fatalement dépendant, hein. C'est-à-dire que je dirais qu'aujourd'hui, il y a une proportion bien heureusement de personnes âgées qui ne sont pas dépendantes. Après, la dépendance est aussi un processus un peu inéluctable, ou en tout cas la perte d'autonomie, elle est aussi finalement la réalité pour beaucoup de gens. Alors, je reviens sur cette pyramide des âges que vous évoquez. Effectivement, on a une proportion, enfin les générations à venir, en tout cas les années à venir, vont être préoccupantes, puisque c'est là qu'effectivement on a des besoins grandissants. Et comment on fait face à ces besoins? Ce sont ces enjeux-là que nous souhaitons traiter. Alors, ces enjeux-là, par exemple, qui sont traités en Allemagne depuis quelques années parce qu'il y a une assurance dépendance qui est obligatoire. Et en France, mais on va en parler là pendant le déroulé en France, on a un problème de financement par rapport à ça parce qu'on est déjà au taquet des contributions sociales. Donc c'est là toute la problématique. Et en plus, en fait, là, Bertrand, tu vas en parler, c'est l'enjeu de la prise en charge, enfin, la valorisation des métiers, parce que c'est quand même des métiers qui sont mal payés, qui sont souvent faits par des femmes, et on n'a pas assez de personnes qui sont dans ce cadre de métier. Donc,
C'est-à-dire, enfin, en ce qui concerne le financement, on va y revenir, mais c'est vrai qu'encore une fois, la cinquième branche, elle devrait avoir le mérite de remettre à plat tous ces financements. Parce que, le dispositif assurantiel privé enfin, qui existe en Allemagne, je pense qu'on n'est pas prêt en France, effectivement, à le mettre en place. Néanmoins, les dispositifs assurantiels et la mutualisation par l'assurance, c'est quelque chose de possible. On va y revenir. Nous, en tout ce qui nous concerne, on l'a d'ailleurs inventé, hein, donc j'y reviendrai. Alors, sur ces questions de métier, pardon, je referme, j'ai fait une bêtise peut-être. Non, on voit bien là, le suivi. Oui, mais j'ai modifié mon écran et c'est ça qui est embêtant. C'est pas grave. Bon, bah, voilà. Parce que moi, je ne vois plus tout mon écran. C'est ça qui est embêtant. Mais bon, Moi, je j'ai une vois là, c'est la partie, un enjeu pour la prise en charge et la valorisation des métiers. La partie. Oui. Oui. Bon, je me débrouille. Voilà, c'est bon. Alors, c'est vrai que dans cette valorisation des métiers et la réponse à ces enjeux, c'est quand même de se dire que l'aide médicalisée n'est pas la seule réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, l'aide médicalisée, elle intervient enfin, quasiment essentiellement dans les EHPAD. Depuis 2002, le nombre de places stagne. Vous savez qu'il ne se crée pas ou peu d'EHPAD, notamment et d'EHPAD publics, puisque c'est soumis à autorisation des agences régionales de santé. Donc, un nombre de places qui stagne et la nécessité, effectivement, de se dire qu'il y a une façon d'accompagner la personne âgée ou la personne qui vieillit à son domicile, pas que, mais également dans des dispositifs de ce senior. Et c'est cette idée que les personnes doivent être accompagnées de manière beaucoup plus personnalisée pour effectivement prendre en compte leur, leur capacité propre et ne pas avoir une réponse formatée. C'est-à-dire que l'EHPAD, c'est souvent une issue, je dirais, qui serait presque inéluctable, alors que peut-être que toutes les solutions n'ont pas été envisagées avant. Alors, l'idée, c'est d'être sur, je passe rapidement, c'est effectivement de se dire qu'il y a des actions de prévention à mener. Ces actions de prévention, c'est pas que de la prévention santé, c'est également de sensibiliser et d'accompagner les personnes dans le fait qu'elles auront à un moment donné des choix de vie effectivement à mener. Ces choix de vie, c'est déjà au moment de la transition emploi-retraite. La préparation à la retraite, c'est un sujet, un enjeu extrêmement fort. En tout cas, moi, personnellement, je m'y suis beaucoup intéressé et peut-être préparerai-je bientôt la mienne. Mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt de se dire qu'effectivement, il y a une période de vie où il faut se projeter. Et je pense que c'est mon avis personnel, les Français ne sont pas forcément sur ces questions du vieillissement, ces questions de la perte d'autonomie éventuelle, ces questions même du décès, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas ou qu'on peut aborder parce que peut-être que tabou, parce que nos sociétés aujourd'hui freinent un peu ces réflexions. Et c'est vrai que finalement, l'EHPAD s'est perçu comme l'issue un peu inéluctable, alors qu'avant, il y a eu la nécessité de se projeter dans son domicile. Est-ce que son domicile peut être adapté aussi à ces étapes du vieillissement? Mais après, il n'y a pas que le domicile, il y a effectivement cette idée qu'il y a des nouveaux lieux d'hébergement, des nouveaux lieux de vie à développer ou à inventer, hein, donc en particulier, par exemple, les résidences seniors. Ça, c'est quelque chose qui a été une notion qui a été introduite par la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et cette idée qu'une meilleure compréhension des enjeux, une meilleure anticipation de ses propres besoins, effectivement, peut-être limite l'aggravation des cas, limite aussi une notion de coût hein, pour la personne elle-même, mais également pour la collectivité. Et puis surtout, c'est une préservation de la liberté des individus. C'est le fait qu'on fait ses propres choix et finalement, on ne se les fait pas imposer par son propre état, par l'environnement ou même par l'entourage. Alors, vous avez sur cette diapo, effectivement, ce camembert à droite qui vous explique que 40% des personnes, à un moment donné, rejoignent effectivement un EHPAD. 40% des seniors vont en résidence senior. Alors, on explique là, on cite par exemple Domitis, mais ça peut être d'autres types de résidences. Et 20% rejoignent leur famille ou s'installent par leurs propres moyens. Ce qui veut dire que l'hébergement collectif aujourd'hui est encore privilégié. Et lorsqu'on évoque ces questions de nouveaux métiers, ces questions de prise en charge de la personne, c'est qu'effectivement
l'idée qu'aujourd'hui, il y a des choses à inventer. C'est-à-dire que les métiers, on parle des auxiliaires de vie, mais il n'y a pas que les auxiliaires de vie, il y a aussi peut-être des métiers de coordinateur de coordination des diverses solutions en matière d'accompagnement du vieillissement qui sont à inventer. Alors, euh, cette idée que, effectivement, les solutions se complètent, les solutions reposent sur le principe que l'autonomie de la personne est un tout, mais qui n'est pas que la santé physique. La santé, c'est effectivement, alors c'est vrai quand on vieillit, la dépendance, c'est pour beaucoup des maladies neurodégénératives, il n'y a pas que ça. Parce qu'effectivement, le lien social, c'est aussi le fait que la préservation de l'autonomie, de la santé psychique des personnes est essentielle. Le lien social, c'est effectivement ne pas être isolé de sa famille, ne pas être isolé de son voisinage, recevoir des visites, avoir effectivement une vie sociale et gérer un entourage. Et puis tout cela dans le cadre d'un habitat qui est adapté avec des logements qui aujourd'hui répondent à ces besoins. On est, nous, très, très engagés, justement, avec des bailleurs sociaux pour essayer de réfléchir à ce que peuvent être ces nouvelles formes d'habitat, des habitats qui permettent d'accompagner, justement, le vieillissement et l'avancée ou la dégradation de l'état de santé de la personne, de manière à ce que l'entrée en EHPAD ne soit pas inéluctable. Oui. Non, Oui, les questions, si tu veux finir juste peut-être cette partie-là. J'ai des questions, donc alors, on peut les... très vite sur la nécessité effectivement d'avoir une coordination des acteurs, c'est essentiel dans la mesure où effectivement interviennent les acteurs du champ de la santé, mais de la santé, est-ce que c'est la santé hospitalière, la santé, la médecine de ville, mais également tout l'accompagnement du secteur médico-social et du secteur associatif dans le soin et la prise en charge de la personne. Mais c'est également tout l'accompagnement des aidants, puisqu'effectivement, c'est un enjeu extrêmement fort. L'aide aux aidants, le rôle des aidants est essentiel, il faut les aider, puisqu'effectivement, c'est aussi un risque de fragilité extrêmement important pour la personne aidée, mais pour la personne qui aide également. Et puis donc, dans cette coordination, c'est l'idée de valoriser les métiers de l'aide à la personne. On parlera après du financement. Oui, en fait, justement, si je peux me permettre là de vous donner des questions. Alors, il y en a deux ou trois qui se réfèrent déjà au financement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on va aborder après. Oui. Alors, d'une part, une question, est-ce qu'il y a une augmentation des arrêts maladie hors Covid depuis la crise? Ça rapporte directement avec la crise. Et après, quelle serait l'évolution des salariés de plus de 63 ans? Donc, par rapport à la capacité de travailler, ça se réfère un petit peu aux arrêts maladie. Voilà, peut-être. Sur la question des arrêts hors Covid, je pense que, effectivement, hors des personnes qui sont atteintes par les syndromes, par l'épidémie, il y a effectivement les risques psychosociaux. Alors, je prends le cadre de notre groupe. Nous sommes très, très vigilants, effectivement, à accompagner cette période-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a du mal probablement à distinguer dans la masse des arrêts de travail qui interviennent, ce qui relève précisément de ces risques psychosociaux qui sont nés ou qui se sont développés ou qui se sont intensifiés pendant cette période de confinement. Je pense que c'est l'analyse post-Covid qui permettra de faire cette distinction. Sinon, une autre question, quelle est la prise en charge dans le cadre des maladies graves comme Alzheimer? C'est-à-dire c'est peu financé par la Société Générale, par la Sécurité sociale, pardon. En fait, aujourd'hui, les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, en général, elles sont donc reconnues dépendantes et bénéficient à ce titre-là de l'APA. Alors l'APA est aussi versée sous condition de ressources, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un financement qui est insuffisant de toute façon de la personne
la personne dépendante. Et ça va être tout l'enjeu justement de la cinquième branche, que d'améliorer la prise en charge de la prise en charge de la personne, parce que on a évoqué notamment l'hébergement en résidence, enfin en EHPAD, hein, ou en unité Alzheimer. Ce sont des unités qui coûtent extrêmement cher. Le prix moyen d'hébergement, je crois qu'il est de l'ordre de 2500 euros, donc il faut pouvoir les financer. Hein, ces montants colossaux. Et de toute façon, les places en EHPAD et en unité Alzheimer aujourd'hui sont insuffisantes eu égard aux besoins. Justement, là, une autre question, et vous avez répondu en partie, c'est comment peut-on expliquer le prix élevé des EHPAD alors que les métiers sont mal payés? Et ensuite, une autre plutôt une remarque, c'est avant l'EHPAD, les bonnes solutions constatées se retrouvent dans le véritable projet immobilier adapté. Quelle est la recette ou quels sont les acteurs dans ce domaine? Alors, d'abord sur le prix des EHPAD, là j'avoue que je ne me prononcerai pas parce que en ce qui me concerne pas la réponse. Hein. Je ne suis pas expert du sujet du financement des EHPAD. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'effectivement, les personnels sont mal payés. On va évoquer le financement, mais dans le cas du Ségur de la santé, il y a effectivement une part assez significative qui consiste à revaloriser les métiers du vieillissement, en particulier les métiers de l'aide à domicile. Dans les EHPAD, c'est encore autre chose. Mais je pense que de façon, nécessairement, il faudra revaloriser ces métiers dans la mesure où, de toute façon, là aussi, les besoins sont grandissants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les EHPAD, enfin, il y a des turnovers importants dans les EHPAD. Il y a effectivement des personnes qui abandonnent ces métiers dans les EHPAD, en particulier dans les EHPAD publics ou les EHPAD associatifs pour intégrer des structures privées lucratives. Et ça, c'était effectivement un enjeu extrêmement important pour les temps à venir. L'autre question sur... j'ai perdu le fil, excusez-moi. Non, mais c'est la prise en charge de Alzheimer, donc les prix élevés des EHPAD, les projets immobiliers, oui. Est-ce qu'il y a des projets immobiliers adaptés et quelle serait la recette? C'est-à-dire, en fait, les résidences avant les résidences médicalisées, je suppose. Alors, avant les résidences médicalisées, c'est de toute façon, effectivement, la base, c'est l'adaptation du logement. Peut-être je peux aussi ajouter à ça les travaux en fait de maintien à domicile où on donne, qui sont finalement assez peu subventionnés par l'ANA. Et c'est 4 000 € en moyenne, me dit-on, enfin dans le chat. Et c'est le poste le moins doté, alors que restent des années, enfin, en restant quelques années de plus, c'est les personnes pourraient garder leur réseau social, etc. Est-ce qu'on peut agir collectivement là-dessus? C'est-à-dire toute une question en fait sur l'habitat des seniors, à la fois adapté directement, collectif ou maintien au domicile. Oui. Je voudrais en fait insister une chose qui n'est peut-être pas suffisamment connue, c'est que l'action sociale des institutions de retraite complémentaires, effectivement sous l'égide de l'ARCO Agir, prévoit des financements d'adaptation du logement de la personne. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'habitat est un axe prioritaire. Hein. C'est effectivement un enjeu fort. On y consacre des financements importants et effectivement en complément des dispositifs d'ordre public. L'idée, c'est que l'habitat qui soit collectif ou en tout cas au travers d'un bailleur social ou un habitat en propre peut nécessairement effectivement être aménagé. Les bailleurs sociaux entreprennent et ont entrepris de gros programmes d'adaptation de l'habitat pour effectivement avoir d'abord des réalisations nouvelles. Je prends l'exemple de Reims que je connais bien puisque j'y suis, où les bailleurs sociaux ont entrepris des programmes neufs qui intègrent d'emblée des structures, enfin des habitats adaptés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Après, bien évidemment, il y a des programmes d'adaptation des logements individuels, des logements anciens, où là, c'est une autre problématique avec des coûts souvent élevés. Et c'est là aussi que
dans cette notion de prévention que j'évoquais tout à l'heure ou d'anticipation, effectivement, l'enjeu, c'est effectivement de se demander si son propre logement permettra de répondre aux besoins. C'est vrai que quand on a une maison à étage et qu'on se retrouve à mobilité réduite, clairement, et si le rez-de-chaussée n'est pas aménagé, c'est un vrai problème. C'est pas anecdotique ce que je dis parce que c'est effectivement souvent une réalité à laquelle sont confrontées beaucoup de personnes qui avancent en âge. En fait, j'ai quelques remarques en fait sur alors d'une part une expérience à Rennes d'EHPAD à domicile. En fait, c'est le maintien à domicile, je suppose. Une autre remarque sur Saint-Romain-du-Fray, où les habitants cofinancent l'unité de vie pour les seniors. On voit bien que il y a plein de choses qui en place, oui, mais souvent au niveau local. Après, une remarque, maison d'habitation avec des anciens et du personnel médical, c'est-à-dire l'habitat ensemble, je crois. Ça se développe aussi apparemment. Et oui. Si je peux me permettre, il y a beaucoup de choses alors, qui ne sont pas des choses inventées, puisqu'effectivement, il y a des choses qui existent. Hein. On parle de l'EHPAD à domicile. Là, ça repose sur une très, très bonne coordination entre la médecine de ville, la médecine hospitalière et les services d'aide à domicile, parce qu'effectivement, la personne, elle est chez elle, mais dans un environnement totalement sécurisé. Alors, c'est lié à des expériences, par exemple, comme le baluchonnage aussi, où vous faites cette idée d'une personne qui reste chez elle, mais où se succèdent finalement tout au long de la journée et de la nuit des professionnels qui vont lui permettre de rester en toute sécurité chez elle. Les logements intergénérationnels, c'est également quelque chose qui doit se développer, qui s'est déjà développé, qui doit être intensifié parce qu'on parle de lien social, je l'évoquais tout à l'heure avec cette idée qu'effectivement la personne âgée ou la personne qui vieillit ne doit pas être isolée. Après, je rappelle aussi qu'on vieillit comme on a vécu. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a peu cultivé sa relation sociale tout au long de sa vie, il y a peu de chances que ce soit au moment où elle vieillit, où elle est effectivement hors de l'activité professionnelle ou de l'activité sociale, qu'elle développe de nouvelles relations. Quoi qu'il en soit, l'habitat collectif, l'habitat partagé, on a des solutions, on accompagne des associations qui, par exemple, mettent en relation des personnes âgées et des étudiants. L'idée étant de réduire le coût d'hébergement pour un étudiant et de permettre à la personne âgée d'être accompagnée, un peu sécurisée dans son quotidien. Ça, ce sont des nouvelles choses ou des choses qu'il faut intensifier. Oui. Donc, on nous signale effectivement la CFDT Retraite travaille beaucoup sur ce dossier. J'ai aussi, en fait, plusieurs questions sur comment avance comment avance en fait la référence sur la consultation nationale du financement de la dépendance et puis des questions sur le financement. Je pense qu'on peut continuer la présentation sur maintenant le financement. Oui. Oui. À savoir que finalement, dans cette partie-là, valorisation des métiers, etc., on pourrait en faire aussi toute une présentation à elle toute seule, hein, je pense. Oui, j'avance sur la présentation, excusez-moi, enjeu de financement, voilà, nous y sommes. Alors, c'est vrai que, en fait, s'agissant des ressources de la cinquième branche, les ressources des actifs qui aujourd'hui financent par la répartition, la retraite de leurs parents, la leur et celle de leurs enfants, on imagine mal qu'en plus ils financent la perte d'autonomie lorsqu'ils sont en activité. Alors qu'effectivement, la question de la mobilisation des ressources des retraités, hein, le patrimoine ou les recours sur succession, sont des choses qui sont aujourd'hui étudiées dans le cadre de ces financements. Nous, il y a un principe aujourd'hui, une idée effectivement qu'on promeut, qui consiste à dire que lorsqu'on est actif, on cotise pour notre retraite, et lorsqu'on est retraité, on prend en charge notre risque de dépendance. Encore une fois, c'est pas juste à poser des financements, c'est à un moment donné considérer qu'il y a une réalité qui fait qu'effectivement, quand on est actif, on peut pas indéfiniment engager prendre en charge et la préparation de sa retraite et encore une fois sa perte d'autonomie. Alors, dans les financements, la loi d'août 2020 officialise l'attribution de 0,15 points de CSG à la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. En fait, c'est la CNSA qui sera effectivement le bras armé financier de la cinquième branche, mais on sait que de toute façon,
la solidarité nationale ne pourra pas prendre en charge la totalité des besoins de financement. Et c'est là que l'évolution de la CNSA et la question de sa gouvernance, à laquelle vous êtes très attaché, puisqu'effectivement, ce sont les partenaires sociaux qui doivent ou qui vont assurer la gouvernance de cette cinquième branche, c'est également effectivement de se dire que cette cinquième branche, c'est pas uniquement la question du vieillissement, mais plus largement aussi la question du handicap. Alors, on sait qu'effectivement, il y a des démarches assurantielles qui pourront, et des actions préventives qui pourront accompagner ces besoins de financement. Nous, on pense qu'il faut là aussi de plus en plus responsabiliser les personnes. Je reviendrai tout à l'heure. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez sur cette diapo qui est à l'écran, une répartition du financement de la dépendance qui est finalement très, très inégale. La plus grosse partie, c'est bien évidemment le régime maladie, la branche maladie avec 13 milliards, donc 43% du financement de la dépendance. L'APA représente 6 milliards, on l'évoquait tout à l'heure on évoquait la prise en charge notamment des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, hein, donc l'APA ne résout pas tout. L'assurance, la mutualisation assurantielle, c'est 200 millions d'euros. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est très peu eu égard effectivement aux besoins actuels et aux besoins à venir. Et puis, le patrimoine personnel, c'est 7 milliards d'euros. Donc, c'est pas rien, effectivement. Mais néanmoins, c'est pas la part essentielle. Donc, aujourd'hui, c'est encore bien, effectivement, la collectivité, au travers de l'assurance maladie, qui assure la prise en charge de la dépendance. Alors que les besoins, on le voit sur la droite de cette diapo. On n'entend plus, il faut prendre le micro. Oui. C'est terrible, la technique fait des failles. Le coût de la dépendance est énorme et va devenir de plus en plus important, hein, puisqu'effectivement, c'est 40 milliards d'euros à l'horizon 2030, lorsqu'on est actuellement à 30 milliards d'euros. Il y a les 4 millions autres. Hein. Les 4 millions d'autres. Hein. En fait, je pense que les 4 millions autres, c'est malgré tout aussi une part de patrimoine personnel. Ça peut être finalement l'accompagnement dans le cadre de l'action sociale des institutions de retraite, par exemple, ou des CARSAT qui ne sont pas comptabilisés dans l'assurance maladie. Après, le détail, c'est vrai que c'est une masse importante. J'avoue que je n'en ai pas le détail. Merci. Cette idée aussi, c'est quand même effectivement de se dire que le niveau de vie des retraités aujourd'hui, il reste supérieur à 10% de celui de la population en général. Alors, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, il y a des situations de grandes difficultés, grande précarité chez les personnes, chez les retraités, mais néanmoins, on peut imaginer quand même qu'il y a une part de ressources, ou en tout cas de mobilisation possible de leur patrimoine lorsqu'il y en a pour pouvoir effectivement se prémunir et accompagner leur risque de dépendance. Alors, je l'ai dit, cette question du financement assurantiel individuel à l'allemande, on n'est pas prêt de le voir en France. L'assurance privée représente effectivement un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros, je crois que précisément 250 millions d'euros, ce qui est effectivement rien, encore une fois, eu égard au financement global de la dépendance. Néanmoins, il se trouve que nous, AG2R Mondial a aussi été précurseur sur ces idées-là, puisque on a inventé le produit d'assurance dépendance Saphir, né de l'action sociale, né d'une observation de ce qu'étaient les besoins des personnes qui vieillissaient il y a environ un peu plus de 30 ans, et en se disant que l'action sociale, qui était une part de financement importante de l'accompagnement du vieillissement, ne pouvait pas tout résoudre, et que peut-être y avait-il effectivement inventé un dispositif assurantiel. C'est ça qui est aussi, je pense, la base des réflexions à venir, c'est comment un produit, certes qui ne peut pas tout prendre en charge, mais néanmoins qui accompagne efficacement les besoins financiers de la personne qui vieillit, peut être imaginé et développé. J'ai été très rapide et peut-être un peu brouillon dans ma présentation, mais néanmoins, je crois qu'il faut prendre en compte que cette idée du vieillissement, c'est une vision très large finalement des choses. Hein. C'est le financement, c'est l'habitat, c'est le lien social, c'est la prévention et la préparation à la retraite. Tout ça fait une espèce d'ensemble qui
qui permettent justement, si on sait répondre et anticiper un certain nombre de questions, de mieux prévoir, je dirais prévoir l'avenir qui, de toute façon, aujourd'hui est très préoccupant, puisqu'encore une fois, la démographie est ce qu'elle est. On voit bien qu'effectivement, la population vieillit, que la population vieillit pas forcément en bonne santé, donc avec un risque de dégradation qui aboutit à la perte d'autonomie, et que par conséquent, il y a des solutions qui doivent être absolument mises à plat. Peut-être des questions? Oui, en fait, une qui est effectivement, qu'est-ce qui permet d'affirmer que la solidarité nationale ne peut pas prendre en charge la dépendance, puisque de toute façon, il faut bien trouver des moyens de l'assurer, ou alors accepte-t-on que ce financement ne soit pas universel? C'est Je dirais que là, pour le coup, sont les comptes sociaux qui permettent de le voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des régimes qui sont effectivement, je dirais, qui ne sont pas à l'équilibre, hein, loin s'en faut. On sait que, en l'occurrence, la crise sanitaire va durablement impacter nos comptes sociaux, hein. C'est-à-dire que là, on prolonge je dirais la CRDS sur des années pour effectivement rembourser et augmenter, le remboursement de la dette. La dette sociale, elle prend, je dirais, non. une évolution absolument incroyable, hein, qui n'était pas prévisible avant le Covid. Donc, sauf à ce qu'effectivement, il y a la solidarité nationale remette à plat totalement l'équilibre des comptes sociaux et de ce fait-là, de nouvelles voies de financement, je ne sais pas répondre à cela. Après, est-ce qu'il y a des financements pour les salariés aidants? Alors, il y a en fait une aide. Aujourd'hui, il y a effectivement un accompagnement des aidants avec, je dirais, un montant forfaitaire. Je ne l'ai plus en tête, là, j'ai un trou de mémoire, mais il y a effectivement un accompagnement qui existe. Et puis, il y a aussi une grande préoccupation des entreprises. L'environnement de l'entreprise, aujourd'hui, est de plus en plus mobilisé sur cette question des salariés aidants. Les salariés aidants ne se cachent plus. Quand je dis ne se cachent plus, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup plus sensibles effectivement à considérer que le salarié aidant, il doit être accompagné, parce que là aussi, il y a des risques, les risques psychosociaux, ils interviennent aussi dans le cadre de ces situations. Oui. Et il y a est-ce qu'on pourrait réinventer une CSG dépendance, ce qui revient à augmenter les dépenses sociales, mais sous une forme cachée? Enfin, les cotisations sociales, pardon. Et une remarque, l'équilibre des comptes sociaux dépend de la volonté de la politique sociale. En effet, mais après… Oui, là, après, on rentre sur un autre débat et sur lequel moi, je ne rentre pas. Après, je pense qu'effectivement, il y a eu des prises d'opposition aussi de la CFDT sur le sujet. Moi, je pense que la solidarité nationale, effectivement, doit augmenter sa part de financement. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord parce qu'on se rend compte, je l'évoquais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont en situation compliquée, qui n'ont pas de patrimoine, qui sont effectivement qui sont seuls, mais malgré tout qui doivent qui doivent intégrer je dirais des EHPAD, qui doivent avoir leur logement aménagé, en tout cas qu'on ne peut pas laisser au bord du chemin. Comment est-ce qu'on prend en charge ces personnes? Bien évidemment, c'est la solidarité nationale qui doit le faire. Oui, oui, tout d'abord, c'est la solidarité nationale, mais vous avez montré tout à l'heure aussi qu'il y a quand même une grande partie qui est financée par ceux qui ont le patrimoine. Et là, on peut se poser à nouveau la question des inégalités. Finalement, on n'est pas tous égaux par rapport à la vieillesse. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour… voilà. C'est là que la cinquième branche est intéressante parce qu'il n'y a pas que les enjeux financiers, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est effectivement de remettre à plat, et je pense que les différents rapports, et en particulier le rapport Libaud, a mis le doigt sur la nécessité de considérer le vieillissement dans sa globalité. Effectivement, de considérer que l'enjeu financier n'était pas le seul. Il y a eu il y a 2 ans, le rapport El Khomri sur justement la revalorisation nécessaire des métiers liés au grand âge et à la perte d'autonomie. Ça aussi, ça participe d'une volonté de rendre attractifs ces métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'invention ou la réinvention effectivement de la façon dont on prend soin ou on prend en charge la personne âgée, c'est un enjeu de société auquel on doit pouvoir répondre.
aujourd'hui, la personne âgée n'est pas un fardeau. Au contraire, je pense que c'est aussi une chance que de savoir accompagner la population qui vit, et dire la population à tous les âges de la vie. Alors, il y a pas mal de commentaires là sur l'argent magique ou des milliards d'aides pour le Covid, mais on a su faire, mais quelques milliards pour la dépendance. Est-ce que c'est envisageable? C'est vraiment la question politique que vous avez posée tout au début quand vous avez proposé la présentation. Hein. Ce sont vraiment des choix politiques finalement. Ce sont des choix politiques et c'est vrai que je reprends ma casquette de personnes engagées dans le monde associatif. C'est-à-dire que quand on voit effectivement lorsqu'on demande quelques subventions et que finalement, effectivement, on se rend compte que ces enjeux, cette réponse associative, on se dit finalement que d'autres pourraient l'assurer et notamment l'environnement lucratif. J'ai rien contre l'entreprise, bien évidemment, on s'en fout, mais je pense que le modèle associatif, il a aussi fait ses preuves et qu'aujourd'hui, on ne sait pas spécialement on ne sait plus l'accompagner et qu'effectivement, c'est un peu rageant de voir beaucoup d'argent consacré et c'est nécessaire, bien évidemment, à la crise sanitaire, mais lorsqu'on a su trouver de l'argent très très rapidement et quoi qu'il en coûte, on aurait pu se dire que quoi qu'il en coûte, il pouvait intervenir avant aussi pour accompagner ces questions du vieillissement et du handicap. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On est arrivé en fait au terme pile poil de la présentation. Alors, interroger la fiscalité des successions. J'ai encore une question. On peut déborder un tout petit peu. Il y a aussi la question, est-ce qu'on peut avoir les slides ou oui, je pense que je pourrais vous en faire une synthèse aussi. Parce oui, tout à fait, c'est bien sûr. Oui. Donc, interroger la fiscalité des successions et vous faites des propositions moyen-long terme, financement de la dépendance sur des constats actuels, niveau de vie supérieur plus patrimoine. Existe-t-il des projections d'évolution du niveau de vie à la retraite et des détentions de patrimoine? Oui, il en existe effectivement. Oui, il en existe. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, oui. C'est le corps qui fait ça, non? C'est tout un… Le corps, mais pas que. Enfin, le corps, il est quand même très positionné sur la question du financement de retraite. Mais il y a des projections, notamment, je crois que c'était du CREDOC, en fait, de différentes structures qui, effectivement, considèrent que le niveau de vie s'est amélioré et que le patrimoine aussi, effectivement, s'est amélioré. Sauf qu'à un moment donné, se pose ici la question de la valeur du patrimoine. Et c'est vrai que lorsque on imagine des recours ou imaginer effectivement inciter des personnes vieillissantes à vendre leur maison, dans un environnement rural un peu reculé, souvent on se rend compte qu'effectivement ce patrimoine il n'a plus aucune valeur et qu'en l'occurrence il ne peut pas intervenir dans le financement d'un hébergement. Donc il y a des vrais de vrais paradoxes et de vraies contradictions aussi dans la prise en compte du patrimoine. Alors tout ça pour répondre sur le fait que les projections, je pense que tous les modèles économiques et sociaux à venir vont être quand même très très perturbés par effectivement l'impact de la crise sanitaire qui bouleverse tous les schémas à venir. Oui, c'est vrai. Et c'est là où on met de côté des considérations importantes qui sont finalement le vieillissement. Merci beaucoup. Oui, alors merci pour le webinaire, sujet intéressant et donc à la fois c'est ma dernière remarque, enfin du chat là. On va peut-être arrêter là parce que je ne vois pas d'autres questions. Je voulais remercier Bertrand d'abord pour la présentation très dense. J'espère qu'on pourra la reprendre et à la limite même approfondir certains sujets parce que ne serait-ce que la valorisation des métiers, ce que vous disiez là sur des nouveaux métiers comme par exemple le gestionnaire parce qu'il faut quand même coordonner toutes ces personnes qui interviennent auprès des personnes âgées, ce qui a un coût à nouveau, enfin bon. Donc, Alexandre nous dit le replay sera disponible sur la chaîne Webico. Merci Bertrand et merci à tout le monde. Et donc, j'espère à bientôt pour un approfondissement qui sera cette fois-ci vraiment axé sur le vieillissement. Et on essaiera d'être moins rapide sur les sujets parce que c'est vrai que les questions, ça part dans tous les sens, mais parce que le sujet est extrêmement compliqué.
Et voilà. Merci à vous. Et puis, j'insiste sur le fait qu'effectivement, on est à disposition, hein, et encore une fois, ce webinaire, c'était la volonté d'être à vos côtés aussi pour aller sur ces sujets de société. On a des équipes qui sont en proximité. N'hésitez pas à les solliciter parce que, encore une fois, on a des experts. Moi, je ne suis pas un expert, mais en tout cas, on a des experts qui, eux, peuvent effectivement vous accompagner sur ces sujets. On a évoqué très rapidement la question de la retraite et notamment de l'incidence de la loi Pacte, mais ce sont des enjeux forts et sur lesquels vous devez vous aussi être en pointe, gérer en pointe pour accompagner au mieux aussi les salariés dans les entreprises que vous représentez. Et aussi, si vous avez des suggestions de sujets ou des désirs d'approfondissement, faites-le moi savoir, c'est toujours intéressant. Et puis, Bertrand, vous me faites rire parce que ne pas être spécialiste je pense que personne, quasiment, quand on travaille dans ces métiers-là, personne ne se considère spécialiste, on devient très humble. J'ai pas dit spécialiste, j'ai dit expert. Oui, expert, pardon, mais c'est tellement compliqué que, et comme ça change tout le temps aussi, je suis toujours épatée aussi par l'humilité des personnes qui interviennent dans ce domaine qui est quand même extrêmement complexe et qui en plus implique directement des personnes parce qu'on est dans la vie sociale, hein, et puis et à côté du grand argent aussi, donc voilà, et la politique. Merci. On va arrêter. On a toujours 80 participants en ligne, mais un certain nombre nous ont dit bonne soirée. Je pense que nous, on va dire bonne soirée aussi. Bonne soirée à vous. Et merci de nous avoir accompagnés là. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Au revoir.